Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Public Sénat pour vivre au plus près de chez vous la campagne des élections municipales. Public Sénat vous emmène sur le terrain pour vous faire vivre les débats entre les candidats avec nos partenaires de la presse régionale et des télés locales. Notez bien les prochains rendez-vous. Le débat entre les candidats à Rennes, ce sera le 4 mars. À Saint-Étienne, ce sera le 5 mars. Et à Roubaix, ce sera le 11 mars. Voilà pour le premier tour. Dans l'entre-deux tours, journée spéciale sur Public Sénat, ce sera le mercredi 18 mars. Notez bien, avec 3 débats. Les débats des candidats à la mairie de Strasbourg, de Bordeaux et de Montpellier. Mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec les candidats à la mairie de Brest, dans le Finistère. Un débat que nous organisons avec nos confrères du Télégramme et de TBO. Vous retrouvez tout de suite les 7 candidats brestois qui seront interrogés par Arnaud Morvan du Télégramme et Steve Jourdain, figure bien connue de Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue à Brest, la plus grande ville du Finistère. Elle est tenue par la gauche depuis 1989. Peut-elle basculer à l'occasion des élections municipales du 15 et 22 mars? C'est la question qui va sous-tendre ce grand débat que j'ai le plaisir d'animer pour Public Sénat en partenariat avec le journal Télégramme. Bonjour Arnaud Morvan. Bonjour Steve. Plusieurs thèmes à aborder à l'occasion de ce débat aujourd'hui, Arnaud. Oui, on va sans surprise beaucoup parler sécurité. La sécurité, c'est le thème numéro 1 de ces municipales 2026 dans l'Hexagone. Et Brest ne se distingue pas en la matière. On va aussi se pencher sur la question du logement, qui préoccupe de plus en plus de Brestois. Et nous finirons ce débat, s'il nous reste un petit peu de temps, Steve, par des échanges sur le thème de l'attractivité brestoise. Que faut-il à la plus petite métropole de France pour tirer son épingle du jeu? Vous êtes 8 candidats sur ce plateau, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup pour un débat de 57 minutes très précisément. Je vous demanderai donc de faire des réponses très courtes dans la mesure du possible. On va faire les présentations. Je mentionne au passage le fait que 2 candidats ne sont pas présents aujourd'hui. Mathieu Le Tallec pour la liste Résistance ouvrière et jeune et Rémi Collard pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Franck Bézon, bonjour. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous êtes professeur de marketing management à la fac de Caen, vous êtes conseiller municipal d'opposition, vous avez milité chez Les Républicains et vous êtes le candidat d'une droite conservatrice hors des grands partis. Cécile Baudouin, bonjour. Bonjour. Cécile Baudouin, vous êtes la seule candidate de ces municipales à Brest. Vous avez 32 ans. Vous êtes docteur en lettres modernes et collaboratrice parlementaire du député insoumis Pierre-Yves Cadalin, un proche de Mathilde Panot. Vous êtes aussi sa suppléante. Stéphane Roudotte, bonjour. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes le candidat de la droite modérée et du centre. Vous êtes conseiller régional et maire de la petite commune de Gouénéou, que vous quittez pour briguer la capitale brestoise où la droite n'est plus aux affaires depuis 89. Je crois que j'ai mal prononcé le mot. C'est Gouénou. Gouénou, excusez-moi, c'est les Parisiens. Sébastien Muscat, bonjour. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes un ingénieur chez Thales et êtes avant tout connu des Brestois pour être l'organisateur du Brest Urban Trail. C'est le 3e trail urbain de France. Vous êtes le candidat, je vous cite, de la société civile, mais aussi le demi-frère de Benoît Hamon, candidat à la présidentielle 2017. François Cuillant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire PS d'Hiver Gauche sortant. Vous avez 71 ans. Vous venez d'inaugurer votre 2e ligne de tram et vous êtes aux manettes de la ville depuis 25 ans. C'est un record. En 2020, vous annonciez que ce serait votre 4e et dernier mandat. Depuis, vous vous êtes ravisé. Reza Salami, bonjour. Vous êtes un ex-socialiste, ancien commerçant et actuel adjoint au maire de Brest en charge de la culture. Après des années de compagnonnage avec François Cuyandre, vous êtes entré à 61 ans en dissidence dans la dernière ligne droite de votre mandat. Nazim Guénière, bonjour. Vous êtes prof de danse, vous êtes âgé de 45 ans. Vous vous êtes fait connaître des Brestois en vous faisant appeler le berger du quartier sur les réseaux sociaux. En septembre, un sondage commandé par le PS vous a crédité de 7% d'attention de vote. Vous avez monté in extremis une liste classée à l'extrême droite par la préfecture. Yves Pagès. Alors, vous m'apprenez quelque chose, je ne pense pas que j'ai été classé à l'extrême droite, j'ai été classé d'hiver droite par la Je vous le confirme, nous avons pris attache avec les services de la préfecture hier qui attestent bien que vous êtes classé à l'extrême droite.
Monsieur Pagès, bonjour. Vous êtes cardiologue à la retraite, ancien maire de la ville côtière de Plouzané et à 77 ans, vous êtes le doyen de cette assemblée. Après avoir été UDF, vous êtes passé par le MoDem, le RPR, En Marche, Reconquête. On vous pensait retiré de la vie politique et on vous retrouve aujourd'hui sous la cocarde du RN, soutenu par l'UDR d'Éric Ciotti. On commence par un sujet qui enflamme les débats ici à Brest, la sécurité et plus précisément la nécessité ou non de se doter d'une police municipale. Brest est jusque-là la dernière agglomération française de plus de 100 000 habitants à refuser la création d'une telle police, Arnaud. Effectivement, Steve, c'était une fierté du maire François Cuyandre. Brest refusait de céder à la course à l'armement face à la montée de l'insécurité et du sentiment d'insécurité. Pour François Cuyandre, c'est avant tout à la police nationale d'assurer cette mission de protection des citoyens. Pas question donc de payer à la place de l'État. Une affaire de principe. Et puis en 2022, un fléchissement face à la pression. Le maire de Brest crée une brigade de tranquillité urbaine. Une sorte de super médiateur du quotidien, mais face au narcotrafic, face aux faits divers, le maire de Brest décide de changer de pied de manière un petit peu spectaculaire. Nous sommes en début d'année 2026, en janvier, et François Cuyandre annonce une police municipale de 50 agents. Monsieur le maire, question très simple. Pourquoi vous avez changé d'avis? Pourquoi désormais vous promettez la création d'une police municipale à Brest? Parce que, je dirais, malheureusement, le monde a changé, la France a changé, et Brest a changé. Il y a deux éléments qui nous ont fait, pas que moi, changer d'avis. Je suis à la tête d'une équipe soudée, unie. Deux éléments. C'est ça commence à dater un peu, mais quand même, je le rappelle, la suppression de la police de proximité par un ministre de l'Intérieur qui s'appelle toujours, mais il n'est plus ministre, Nicolas Sarkozy. Moins 100 agents sur la ville de Brest. Moins 100 agents. Première chose. Et donc, aujourd'hui, dans nos quartiers, la police n'est connue de nos habitants que lorsqu'il y a un problème, des crimes, des délits, il y en a eu, mais pas comme elle l'était connue autrefois. Première chose. Et donc, notre projet, c'est de créer cette police de proximité. Deuxième élément, c'est la montée en puissance des narcotrafics et d'autres trafics de cette nature. 5 millions de personnes en France, quand même, il n'y a pas qu'à Brest. 5 millions de personnes en France qui, tous les jours, consomment ces produits. Et ça pourrit la vie de nos quartiers. Or, les effectifs... Il y a eu une flambée entre 2022 et 2026, c'est ça? Oui, bien sûr. Enfin, vous êtes journaliste, vous devez le voir quand même, non? Mais ce que je veux dire, c'est que la police, compte tenu de ses effectifs, la police d'État, n'a pas les moyens de remplir ses missions. Et donc, ce qu'on va faire, ce que notre police municipale va faire, ça n'est pas être une police de conflit par rapport, ou de concurrence par rapport à la police d'État, mais de complémentarité, de faire ce que la police d'État, malheureusement, n'a plus le temps de faire, de lutter contre les incivilités, les tags, les voitures brûlées, etc., etc. Mais pas remplacer la police d'État. Et pour moi, la sécurité, je vous l'avais dit, c'est d'abord une mission régalienne. C'est une mission régalienne. On parle de police, mais il y a la justice. Il y a la justice. Alors, on a beaucoup de thèmes dans cette émission. Alors, on a compris votre réponse sur la police municipale, Arnaud. Stéphane Roudotte, vous promettez d'être le premier flic de Brest. Vous entendez quoi par cette formule? Chaque maire de France est officier de police judiciaire. Et donc, il ne peut pas se désintéresser des questions de sécurité. Premier flic, ça sous-entend qu'il entraîne avec lui un continuum de sécurité, une collaboration étroite entre le maire, la police municipale à créer, la police nationale, l'État et la justice. Le maire est le premier maillon des politiques de sécurité sur le territoire de sa ville. C'est ça que ça veut dire. Et donc votre projet en matière de police municipale par rapport à ce que vient de dire Monsieur le maire? Alors, nous avons réellement travaillé de façon très complète le modèle de cette police municipale avec 150 agents. C'est un rapport de 1 pour 1000 habitants. Ça correspond à ce que nous voyons dans de nombreuses villes de France, à Tours, géré par Europe Écologie Les Verts, à Grenoble, géré par Europe Écologie Les Verts, à Orléans, à Nîmes. Et nous avons ce rapport qui permet d'avoir 150 agents qui travaillent le jour. 150 agents, 3 fois plus que... C'est le jour, oui, si on veut travailler... La proposition de M. Cuyandre. Monsieur Morvan, si on veut travailler le jour, la nuit, parce qu'il se passe des choses également,
les week-ends, les jours fériés, on a besoin d'une permanence de terrain. Ce qui compte, c'est le rapport humain. Et donc 150 agents pour aller de Maison-Blanche au Moulin-Blanc, pour aller du port jusqu'à la frontière avec quasi Milizac, c'est l'effectif qu'il faut parce qu'à chaque fois qu'un agent travaille, ça veut dire qu'il y en a 2 autres au repos. Monsieur Pagès, vous aussi, vous prétendez devenir le premier flic de Brest ? Moi, je constate que le maire de Brest découvre l'insécurité dans sa ville qui existe depuis des années. Et je pense que son changement de pied, il vient uniquement du fait que la population, dans sa grande majorité, réclame à corps et à prix la sécurisation de l'espace public. C'est ça le vrai problème. Donc, on a constaté quand même en 2024 335 viols ou violences sexuelles, 5 agressions des personnes par jour, un narcotrafic, ça a été dit, qui se développe de façon très inquiétante dans tous les quartiers. Alors ça, c'est un diagnostic, mais voilà, vos propositions? Donc, nos propositions, c'est bien sûr de mettre en place une police municipale de proximité, proche des habitants, armée. Autrement, ça n'a aucune incidence sur la délinquance. Combien d'agents ? Alors, on va monter sur 3 ans jusqu'à 150 agents. Je pense que le chiffre d'un policier pour 1000 habitants est absolument adéquat. Et on travaille bien évidemment en partenariat avec la police nationale, mais en proximité dans les quartiers, avec bien évidemment une vidéosurveillance qui sera développée sur l'ensemble des quartiers de façon à compléter le travail et aider à la résolution des enquêtes. Cécile Baudouin, vous, la police municipale, c'est niette, si j'ai bien compris, c'est ça? Vous en voulez pas? Oui, tout à fait. J'ai l'impression que dans cette élection, finalement, j'incarne la ligne historique de la gauche qui était unanimement opposée à la création de la police municipale au début des années 2000. Et je suis vraiment effarée de cette espèce de course à l'échalote sécuritaire. Ce qui a augmenté à Brest, ce sont les violences sexistes et sexuelles. Elles ont quasiment doublé entre 2016 et 2024. Qu'est-ce qu'elle peut, la police municipale, contre ça? Rien. Dans les villes où elle existe, elle a eu quel effet? Elle a fait baisser les effectifs de police nationale de manière générale. Elle n'a pas d'effet miraculeux sur l'insécurité. Et par ailleurs, elle rajoute du travail administratif aux officiers de police judiciaire qui doivent valider les rapports des policiers municipaux. Donc clairement, c'est une position... C'est pas du tout le statu quo qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est une présence humaine qui soit rassurante, qui soit dans la prévention, qui soit dans le dialogue. Il faut s'attaquer aux causes sociales de l'insécurité. Parce que finalement, si on met juste un vernis de police sur les choses, eh bien, ça ne résout rien. Donc ça veut dire qu'il faut de la prévention au niveau de l'école, il faut soutenir les associations qui œuvrent sur ce terrain-là. Il faut évidemment s'adresser à la problématique de la santé mentale. Ici, à Brest, on a un énorme enjeu autour de la surconsommation de l'alcool, autour des diverses addictions. Elle résout quoi, la police municipale, face à ça? Rien du tout. Sébastien Muscat, la question de la sécurité... Elle n'est pas vraiment au cœur de votre projet? Si, complètement. Je rejoins Madame Baudouin sur le fait que les violences sexuelles, ce n'est pas la compétence de la police municipale. De même que les violences intrafamiliales dans sa globalité. Nous, on demandera plus de policiers nationaux et plus d'effectifs de justice. En complément de ça, on a proposé une police municipale. On a été la première liste de gauche à le proposer. Une police municipale de 60 agents, mais qui seront sur des missions de proximité, sur des missions de faire respecter le harcèlement, lutter contre le harcèlement dans la rue, dans les transports, aux abords des écoles. Lutter contre les incivilités routières pour que chacun puisse se réapproprier l'espace public comme il se doit. Et enfin, sur des missions de prévention auprès des jeunes, notamment sur la consommation de drogue, d'alcool et de gaz hilarant. Et en complément de tout ça, c'est comment on muscle nos réponses en termes d'animation, notamment dans nos quartiers, à travers le soutien à l'éducation populaire, pour que tous les jeunes aient accès à la fois au sport, à la culture, aux loisirs, au soutien scolaire, au voyage, au séjour à la montagne ou à la mer, pour qu'ils ne cèdent pas à l'argent facile du trafic de drogue. Voilà. Et il y a une prévention aussi, bien sûr, à l'école, comme le dit Madame Baudouin. Je rejoins cette prévention à l'école, c'est comment on crée le climat favorable aux apprentissages, comment on fait en sorte que nos écoles soient toutes végétalisées, toutes désartificialisées, et que tous nos jeunes aient, quand ils arrivent à l'école, le ventre plein pour des apprentissages plus faciles. Franck Besson, vous vous promettez de rendre de la quiétude et de la sérénité à Brest. Comment vous faites? Oui, j'assumerai une politique de fermeté. Pour nous, la police municipale est indispensable, 120 agents armés, de la vidéoprotection et non pas de la vidéosurveillance, associée évidemment à un continuum de sécurité avec la police nationale. Je voudrais dire que tout ça, c'est sur fond de désengagement de l'État. Et
vous avez souligné que la police de proximité avait disparu, Monsieur Cuyande, mais depuis 2007, elle aurait pu être établie. En tout cas, moi, je voudrais aller plus loin, parce que le sujet de la police municipale, c'est fondamental à court terme. Mais il faut aller aux sources des vrais sujets. Le vrai sujet, je l'ai déjà dit, c'est le communautarisme, le séparatisme, le narcotrafic. Là-dessus, je serai déterminé, avec les moyens du maire, à lutter contre ces sujets. Quels sont les moyens que vous entendez déployer ? Écoutez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer d'ailleurs dans les colonnes du Télégramme sur ce sujet en disant que nous créerons des secteurs sauvegardés, c'est dans le code de l'urbanisme, je pense notamment au commerce communautaire. Commerce communautaire, il ne faut pas se leurrer. Quand on est dans un certain nombre de quartiers, je pense au de la rue Jaurès par exemple, au de la rue Jaurès, des magasins qui devraient être fermés le dimanche sont ouverts, le rideau presque tiré, mais enfin suffisamment pour passer à quatre pattes. Et là, on voit quoi ? On voit des gens passer à longueur de journée, nuit et jour. Et tout ça, c'est ce que vous avez souligné, c'est finalement une façon de blanchir l'argent du trafic. Alors bien évidemment que le maire tout seul ne peut pas tout faire. Mais là-dessus, j'aurais une politique très ferme. Enfin, il y a des zones de non-droit. Vous pouvez préciser combien d'agents vous comptez mobiliser ? C'est ce que je disais tout à l'heure, 120 agents armés. Il y a un agent de police municipale équipé, ça coûte 70 000 € à la collectivité par an. C'est un budget de près de 8 millions d'euros. Enfin, je voudrais dire qu'il y a aussi des zones de non-droit. Je pense à la place Guérin, je pense plus largement au quartier Saint-Martin. C'est vrai qu'on a subi une agression. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi terminer. Ces zones-là doivent être reprises sous le contrôle des lois de la République. On n'a pas à subir des zones, des ZAD urbaines. Reza Salemi, ancien socialiste, est-ce que vous aussi vous êtes converti comme le maire à l'idée d'une police municipale ? C'est un des sujets qui me sépare justement de cette équipe. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Brest en janvier 2026, il y a 2 mois, pour que le maire décide de proposer la police municipale. D'ailleurs, lors du débat que vous avez organisé la fois précédente, c'est-à-dire en 2020, le maire avait dit que la police municipale était un leurre et qu'il était inefficace. D'ailleurs, ce jour-là, il avait dit, seul Edmond Hervé à Rennes avait prétendu faire 5 mandats et donc j'en ferai jamais. Donc, pour revenir à votre question de la création de la police municipale, la chaîne pénale prévoit quoi ? La prévention, la répression et la sanction. Nous allons travailler beaucoup sur la prévention. Aujourd'hui, beaucoup de Brestoises et Brestois nous disent quoi ? Vous sortez du cinéma rue Jean Jaurès à 9h30 du soir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie nocturne, il n'y a pas de vie dans les quartiers, les cafés, les restaurants sont de plus en plus fermés. Il faut mettre de la vie. C'est un regard social, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas pour la police municipale, j'ai bien compris. Non, je ne dis pas cela. Je dis à chaque fois que le budget de la ville est impacté, le budget de la ville de Brest, c'est quoi en fonctionnement ? C'est 156 millions d'euros. Si vous voulez mettre 10 millions d'euros dans la police municipale armée, ça pèse extrêmement important dans le budget de la ville. Les Brestoises et les Brestois sont souverains. C'est eux qui choisiront. Il va falloir réapprendre que la démocratie représentative... Vous proposez un référendum ? On proposera un référendum aux Brestois pour savoir s'il faut créer la police municipale, dans quelles conditions. C'est pas un package en fin de compte que vous mettez dans un moment électoral où les Brestois doivent choisir entre beaucoup de programmes et beaucoup de projets. Il va falloir être très clair sur la police municipale, les conséquences, les rapports effectivement de la Cour des comptes, donc etc. Vous n'avez pas d'avis personnel sur cette question-là ? Personnellement, je ne pense pas que ça soit efficace. Effectivement, et toutes les études scientifiques démontrent que ça n'est pas efficace. Mais je ne vais pas décider, moi seul, à la place de tous les Brestois. Les Brestois sont souverains. S'ils décident de créer une police municipale, il faut créer une police municipale. Et il faut leur dire que vous n'allez pas créer une police municipale armée. Il faut les former. Il faut les recruter. Il faut beaucoup de temps pour recruter un policier municipal. Il faut dire toute la vérité aux Brestois. Donc vous proposez voter pour nous et c'est vous, électeurs, qui déciderez. Tout à fait. Nazim Yénière, même question. La sécurité, c'est votre dada. La police municipale, il faut que vous l'appelez de vos voeux, il faut qu'elle soit armée ?
Il faut qu'elle soit armée, bien sûr. Excusez-moi, la sécurité n'est pas ma dada. Moi, le cœur de mon projet, c'est le rétablissement de la sérénité et des règles républicaines au sein des quartiers HLM. C'est quoi la différence avec la sécurité ? Parce que la sécurité vulgarise ce problème, alors que le quartier HLM, c'est aussi un problème de logement. Donc le problème du logement est directement lié à la question de la sécurité. J'aimerais continuer. Pour parler sérieusement de la sécurité, il faut déjà avoir le courage et l'expérience pour pouvoir faire un constat sur ce qui s'est passé dans la ville de Brest lors du dernier mandat de M. Cuyandre. Le rodéo sauvage nous a enlevé 2 vies d'innocentes, Cécile Le Lirzin, Alice Richard. 2 jeunes hommes ont été récemment tués dans des règlements de compte, Nasser Soumaïla à Bellevue et Fabio Tan à Pont-à-Nézanne. Des points de deal tournent à plein régime au sud de tous, dans plusieurs secteurs des quartiers HLM. Donc face à ce problème, alors quitte à vous étonner, je suis d'accord avec M. Cuyandre quand il dit que l'ordre, la sécurité, c'est du régalien, c'est à la police nationale d'y remédier, sauf que M. Cuyandre nous raconte cette histoire depuis 15 ans, et ça fait 15 ans que ça ne vient pas. Quand pendant 15 ans, ça ne vient pas, il faut que la municipalité y met du sien, ses moyens pour y pallier. Il donne souvent l'exemple de M. Nicolas Sarkozy qui a enlevé la police de proximité, sauf que qui est devenu président après M. Nicolas Sarkozy ? M. François Hollande, qui est un grand ami de M. François Cuyandre, qui n'a pas non plus remis la police de proximité en place. Donc oui, je suis absolument je créerai une police municipale armée de proximité de 100 agents. C'est important le mot proximité. Je vais créer une antenne, un commissariat de police municipale au sein de Bellevue et un commissariat de police municipale à Pont-à-Nézanne. Je peux finir mon propos, s'il vous plaît. Arrêtez de couper vos adversaires, Madame Baudouin. Donc, et cette police municipale sera armée parce que, monsieur, nous avons en face de nous des voyous armés à la Kalachnikov. Envoyer une police municipale non armée au sein des quartiers, c'est irresponsable, c'est mettre déjà en danger la vie de ces personnes-là. J'aimerais juste ajouter un dernier truc. C'est un débat, monsieur. Bien sûr, mais quand même mes adversaires ont eu beaucoup la parole. Juste soyons lucides. La police municipale, parce que vous avez posé la question à monsieur Beson, j'aimerais répondre justement, parce que j'aurais aimé que cette question me soit posée. La police municipale toute seule, soyons lucides, sans la volonté politique ferme du maire derrière, ne sert à rien. Donc voilà ce que je vous propose. Derrière, il faut expulser, résilier le bail et expulser du logement social les personnes pour des faits avérés de rodéo sauvage, trafic de drogue, violence grave. Il faut conditionner les aides municipales au respect strict des règles républicaines et il faut, pour finir, un véritable soutien aux victimes d'exactions graves, soutien financier, juridique et psychologique. Madame Baudouin, vous êtes un peu en retard. Vous pouvez réagir en termes de temps de parole, vous pouvez réagir à ce que vous venez d'entendre, parce que j'ai l'impression que vous aviez envie de réagir notamment à la dernière prise de parole. Oui, tout à fait. Je m'étonne toujours de cette... voilà, pour une police de proximité, il faut des armes, quoi. C'est vrai que les armes, ça aide à être proche des gens, c'est bien connu. Vous dites, monsieur Roudotte, que ça aide à recruter. C'est un énorme problème, le recrutement dans la police municipale. Et si vous songez que c'est une bonne idée, finalement, de mettre dans les rues de Brest des personnes qui ont été recrutées parce qu'elles allaient avoir la possibilité d'utiliser ou peut-être d'avoir une arme à leur côté au quotidien, je ne crois pas que ce soit une très bonne chose, surtout quand on prend un petit peu l'image plus large d'une perspective de prise de pouvoir de l'extrême droite en 2027. Je ne pense vraiment pas que ce soit une excellente idée d'avoir davantage d'armes dans nos rues. J'ajoute par ailleurs que sur ce plateau, vous appartenez presque tous à des formations politiques qui, depuis des années, votent des baisses de budget dans tous les services publics au niveau national. C'est-à-dire que le service public du logement, de l'éducation nationale, mais aussi de la police et de l'armée, tous ces budgets-là ont baissé à cause des choix politiques de ces dernières années. Donc en fait, à un moment donné, il faut être un petit peu cohérent. Il ne faut pas, comme on dit, voter à Paris et puis pleurer au pays, parce que c'est complètement incohérent. Alors, monsieur Roudotte, là, sur cette question de la police municipale, l'armement, c'est quelque chose que vous avez déjà pu tester dans votre commune de Gouenou? L'armement, aujourd'hui, ce sont 80% des communes de la strate de Brest. Il y a 31 villes de la strate 100 000 à 200 000 habitants. 80% de ces polices sont armées aujourd'hui. C'est un facteur important parce qu'aujourd'hui, la délinquance et la criminalité est armée. Nous avons eu 2 morts dans les quartiers brestois. Il y a des impacts de balles sur des bâtiments à Bellevue. Et amener des agents et des policiers municipaux avec un seul bâton télescopique, c'est totalement irresponsable. C'est un facteur de recrutement également. Et ces agents, je ne peux pas laisser dire, ils sont formés. Ils ont des formations, des tests psychologiques pour justement être armés. Sur la question du recrutement, je ne peux pas laisser dire non plus que c'est complexe. Il y a aujourd'hui 29 000 policiers municipaux en France. Brest
à la condition d'avoir une véritable détermination, est en capacité d'accueillir et de recruter des agents de police municipale déjà installés, d'avoir des gendarmes ou des policiers nationaux qui font le choix de la police municipale. Et enfin, effectivement, il y a des agents qui sortent de l'école. Donc on a plusieurs sources de recrutement pour arriver progressivement, selon ma volonté, à 150 agents. Il y a eu 2 morts par balle, il y a aussi eu 2 féminicides, je me permets d'appuyer dessus à Brest depuis le début 2026. Il faut pas opposer les morts. Il faut absolument adresser ce problème-là et la police municipale n'y répond pas du tout. Avec Brest Insoumise, on propose de créer une maison de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans laquelle les victimes pourront aussi trouver un appui juridique. Et il faut aussi augmenter les moyens du logement d'urgence. Mais en fait, on va parler du logement, mais j'aimerais qu'on termine peut-être déjà sur cette thématique, Monsieur Muscat, sur le côté préventif, répressif. Vous vous situez où? Parce que c'est un peu ça aussi l'enjeu du débat. Un petit mot en réaction sur quelques chiffres. Perpignan, votre ami, monsieur Pagès, 200 policiers, 400 caméras. C'est le territoire en 2025 qui a eu le plus d'augmentation en termes de faits de délinquance. À Nice, votre ami, monsieur Roudot, deuxième police de France, hausse de 70% du narcotrafic. Et on a le retour sur les études en Angleterre, ça fait 40 ans que ça existe là-bas. La vidéosurveillance, notamment que proposent M. Roudot et M. Pagès, ça ne sert à rien. Ça élucide seulement 3% des affaires. Donc ça, non. Il y a toujours une rue où il n'y a plus de caméra. Donc ça n'a aucune dissuasion. Mais c'est important. Et alors du coup, non, je termine, Monsieur Roudot. Je termine. Du coup, il faut aussi travailler sur, parce qu'on résume la sécurité à pas de police ou de la police. Il faut travailler sur l'urbanisme, la proximité de la santé. On créera un centre de santé municipal pour rapprocher les gens de la santé et le retour des services publics dans toutes nos mairies de quartier. Et là, on créera les conditions favorables à ce qu'il n'y ait plus de délinquance. Alors, Monsieur Pagès, il a été fait référence à Perpignan, dont le maire est Louis Alliot. La sécurité, c'est un peu l'ADN du Rassemblement national. Certainement, je pense, moi, que la police de proximité vient en aide à la police nationale. Il doit y avoir un partenariat étroit. Et nous ouvrirons des commissariats de quartier, très certainement. La formation, ça a été dit... Des commissariats, combien ? Bon, c'est à voir, mais il peut y en avoir dans les principaux quartiers sensibles, je dirais, de la ville, pour une proximité avec les habitants. Du coup, je repose la question, elle est importante quand même. Bon, on n'en est pas là. On va, sur 3 ans, amener 150 agents, donc ce sera un budget de l'ordre de 10 millions d'euros environ. Mais il est absolument indispensable de travailler en partenariat avec la police, comme je l'ai dit, puisque c'est la police nationale qui fait les enquêtes, et donc cette police municipale sera au contact de la population, et elle doit être armée, évidemment, pour ne pas être une cible vis-à-vis de la délinquance. C'est absolument essentiel, bien formée, et puis moi je pense que la vidéosurveillance est un élément dissuasif, certainement, et permet de résoudre des enquêtes. Toutes les grandes villes maintenant en ont, je ne vois pas pourquoi on polémique là-dessus. Allez, on va passer au deuxième thème de ce débat. Vous vouliez en parler, nous allons en parler. C'est le logement. Brest traverse actuellement une crise en la matière. Comment y remédier? Comment loger les Brestois? Au cœur de ces débats, Arnaud, il y a aussi la question des logements sociaux. Effectivement, Steve. Alors, Brest est un carrefour de son histoire. La ville, rasée à plus de 80% pendant la Seconde Guerre mondiale, comprend un centre-ville reconstruit. Ce centre-ville reconstruit mérite aujourd'hui un coup de jeune et doit composer avec un risque qui est le risque d'une bombe sociale. Alors bien sûr, ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'infrastructures d'envergure qui ont fleuri. On peut penser aux lignes de tram. On pense également au plateau des Capucins qui héberge la plus grande place publique couverte d'Europe. La ville a changé de visage, certes, mais le manque de logement est un point d'inquiétude partagé par la plupart des élus. De nombreux logements sont des passoires thermiques, ils ne sont plus adaptés en termes d'accessibilité. Dans les quartiers, le plan de renouvellement urbain avance, mais n'est pas encore achevé. La difficulté, la ville de Brest ne peut plus poursuivre l'étalement urbain, elle doit apprendre à se reconstruire sur elle-même, et à côté de cela, on a des prix à l'achat qui grimpent. Cette flambée-là touche les foyers brestois. Le marché locatif est particulièrement tendu et une question se pose, est-ce que Brest va à son tour n'être réservé qu'aux plus chanceux ou aux plus nantis? C'est une question brûlante. Monsieur le maire, je vous voyais lever les yeux au ciel. Est-ce que vous reconnaissez un peu l'ampleur de la crise du logement? Mais bien entendu, il se trouve que je préside Brest Métropole Habitat, qui est le
grand office, le plus grand office de l'ouest de la France. Nous allons dépasser les 20 000 logements. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 8 000 demandes de logements non satisfaites. 8 000. Alors, ça ne date pas de cette année. La crise Covid y a un petit peu contribué, mais ça pose problème. Dans le même temps, on évoquait les questions budgétaires tout à l'heure. Décision du gouvernement en 2019, baisse de l'APL et baisse de ce qu'on appelle le RLS, revenu de le logement social. BMH a perdu 23 millions d'euros. 23 millions qui n'ont pas pu être utilisés soit pour construire, soit pour entretenir. C'est ça la réalité du pouvoir de droite que je combats. C'est pas acceptable. Nous, dans notre proposition de projet, nous proposons que la métropole, Brest Métropole, qui est l'office de référence de BMH, attribue 24 millions d'euros sur le mandat pour aider BMH à construire et à rénover. Enfin, vous évoquez les opérations de renouvellement urbain. Elles étaient prévues pour 10 ans. Ça ne fait pas 10 ans qu'on y est. Tant à Kéréderne, à Bellevue, que sur Recouvrance. Mais on a fait beaucoup de rénovations. Allez visiter, je les ai inaugurés, ça fait 3 mois, les locaux, les immeubles, les gratte-ciel, comme disent les Brestois, de Kéréderne. Beaucoup de travail sur la mise aux normes énergétiques, le réseau de chauffage urbain. C'est le plus grand de tout l'Ouest. Alors, donc vous défendez votre bilan, vous dites que le bilan n'est pas mauvais. Non, oui, je ne veux pas dire que... D'abord, un bilan est toujours équilibré pour celles et ceux qui ont fait un peu de comptabilité. Mais il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à réaliser, mais y compris... Combien de logements par an il conviendrait de réaliser pour satisfaire les besoins des Brestois? Non, mais il y a le logement social qui dépend directement de décisions que nous prenons, et après, il y a le reste. Il y a le privé. Enfin, excusez-moi... j'ai l'impression qu'on ne parle pas tout à fait le même langage. Il y a des projets privés. Oui. Vous allez j'évoquais Kéréderne, vous allez à côté de Kéréderne, il y a des projets privés. Dans la presse de hier, d'ailleurs, c'était indiqué. Monsieur Roudot, même question. Et comment dire, sur le plateau des Capucins, il y a du logement social, il y a du logement privé, il y a du logement intermédiaire. Tout est question d'équilibre. Monsieur Roudot, sur le bilan du maire sortant et sur votre projet en matière de logement. Il faut décréter la mobilisation générale. Il y a urgence. Les chiffres ont été rappelés. Plus de 8000 demandes en attente aujourd'hui sur le parc social. La promotion privée est en panne. Nous avons besoin de construire ensemble de la mixité de projets avec le public et le privé. Deux grands axes. Le premier, c'est la création de logements neufs, 100% accessibles à un moment déterminant d'un point de vue sociologique, 100% accessible pour les personnes en situation de handicap, et nous connaissons aussi un vieillissement de la population, avec du coup des populations plus âgées qui vont vers la perte d'autonomie. Donc création de logements neufs, 100% accessibles. Et sur la rénovation énergétique, même chose, il y a des choses qui ont été faites, il faut continuer, il faut accélérer. Nous avons dans l'ensemble des quartiers ces préoccupations. Il y a trois secteurs de la ville qui méritent une attention encore plus forte aujourd'hui, le Haut-Jaurès, Recouvrance en Grue de la Porte, rue Anatole France et Quérinou. En 2 mots, le bilan du maire sortant. Je crois qu'on peut faire plus et on peut faire mieux à la condition de s'entourer de l'ensemble des acteurs du logement. Brest est au-dessus de la moyenne nationale et oui. pour sa strate, c'est-à-dire plus de 25% de logements sociaux. Vous pensez qu'on peut aller encore... Ça correspond aujourd'hui à la physionomie de la ville. 70% des Français sont aujourd'hui éligibles à un logement social. Nous avons une forme de paupérisation dans la ville. Les familles monoparentales, il y a un certain nombre de demandes. Et j'accentue un point sur les violences intrafamiliales. Nous manquons aujourd'hui de logements d'urgence et nous proposons d'en créer 25 à l'échelle du territoire métropolitain en complément de ce qui existe. Accessoirement 3 secondes, Stéphane Roudot est premier vice-président de la métropole qui a la compétence logement, premier vice-président, et il siège au conseil d'administration de BMH. J'aimerais qu'il le dise quand même. Parce que il n'y a pas que le maire ou le président, il y a toute une équipe. Exactement, et en quoi ça pose un problème? Non, je viens de dire qu'il faut accélérer. Et qu'il fallait faire mieux, accessoirement. Monsieur Pagès, sur le logement, sur cette crise du logement qui touche Brest. Dans les porte-à-porte que j'ai pu faire récemment pendant la campagne avec mon équipe, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de logements sociaux qui étaient vides.
Voilà. On constate par ailleurs qu'il y a plus de 8000 personnes qui sont en attente de logements sociaux sur Brest, ce qui est quand même énorme. 6400 pour être très précis, voilà. en début 2026. 6400. Oui, alors les chiffres, c'était même dit par le maire en séance publique, plus de 8000 il y a quelques semaines. Donc voilà, moi je ne cherche pas de polémique particulière. Il y a beaucoup de gens qui attendent un logement social. Voilà, il y a un manque criant de logements sur la ville, d'une façon générale. Nous ferons un audit de l'attribution des logements sociaux. On remettra en état le plus vite possible les logements vacants pour les attribuer donc à tous ces Brestois, ces milliers de Brestois qui attendent un logement. Et puis, bien évidemment, il faut faire plus de logements. On constate quand même que la ville a perdu plus de 25 000 habitants en 50 ans, qu'Entraîne en prenait près de 50 000. Donc il y a un vrai problème de développement de la ville. Et si on veut créer plus d'emplois, accueillir plus de personnes, il faut forcément les loger. Donc vous construisez davantage. Du neuf, rénovation du bâti ancien, il faut faire un effort majeur sur le logement privé, et évidemment respect des 25% de logements sociaux de la loi SRU. Cécile Baudouin, comment freiner la montée des prix En effet, il y a ce problème-là qui est devenu très prégnant. À Brest, on l'a vu depuis le Covid, notamment une augmentation très très nette des loyers et des prix d'achat. Nous, ce qu'on souhaite, c'est lutter aussi contre la spéculation immobilière. Donc pour ça, il y a des outils préfectoraux. On est déjà classé au premier niveau de la zone tendue. On veut demander à la préfecture d'augmenter dans ce classement afin de pouvoir encadrer les loyers, afin de pouvoir davantage taxer les logements vides ainsi que les locaux commerciaux vides, parce que c'est vrai que quand on parle du logement, il y a aussi quand même ce paramètre-là, beaucoup de bureaux et de locaux commerciaux qui sont encore à pourvoir. Il faut créer du logement de toutes les manières possibles. La construction c'en est un, mais ce n'est pas celui qu'il faut privilégier parce que, vous le disiez au départ, il faut aussi lutter contre l'étalement urbain. Donc il faut réussir à densifier, à monter en hauteur, à rénover l'existant et puis peut-être à diviser certaines surfaces parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, dans le logement social notamment, c'est qu'il y a beaucoup de logements sociaux qui sont vides, et c'est vrai, et ils sont pour certains un peu trop grands par rapport à la demande. Il y a beaucoup de demandes qui concernent des studios ou des T2. En fait, il faut partir toujours des besoins. Pour gérer une ville, il faut partir des besoins et puis y répondre. Il y a aussi une chose importante, c'est que pour lutter contre la spéculation immobilière, il ne faut pas toujours tout laisser au privé. Au contraire, il y a eu un bel enrichissement de pas mal de promoteurs immobiliers pendant les derniers mandats. Nous, on pense qu'il faut au contraire augmenter la part du foncier municipal pour avoir davantage de contrôle sur les prix. Monsieur Muscat, sur la crise du logement et cette spirale des prix. Du coup, juste pour rebondir un petit peu, à Brest, on est à 27% de logements sociaux. Donc je crois qu'autour de la table, on veut à peu près tous l'augmenter, sauf M. Pagès qui veut redescendre à 25%. Non, je n'ai pas dit ça. Si, vous avez dit 25%. On est à 27%. Respect. Des 25% ouais, dans les on est à 27. Donc vous voulez dans les nouvelles constructions neuves. On comprenne bien, l'obligation légale, c'est 25%. Allez-y. Très bien, donc on est plus haut et c'est très bien. Le taux de pauvreté à Brest, il est passé de 18 en 2020 à 19%. Donc il y a une urgence à aussi rénover nos bâtiments en termes de coûts énergétiques. Kérango en fait partie, on a 21% de locaux vacants. Il y a quelque chose qui est entamé là-dessus, il faut l'accélérer. On est d'accord. Je rejoins aussi tout ce qui a été dit sur les études sur un 5e étage qui permettrait de rajouter un ascenseur et qui permettrait le maintien à domicile des seniors. Ça, c'est important, effectivement. Et je crois qu'il faut qu'on travaille aussi avec nos étudiants sur l'intergénérationnel, à savoir comment on peut effectivement subdiviser des appartements et faire du partage entre nos aînés et nos étudiants. Pardon, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à Brest, ils veulent loger et ils ne peuvent pas. Donc. Effectivement. Donc ça leur permettra plus de logements et plus de logements sociaux aussi pour eux. Et la dernière chose, c'est que nous créerons un office de foncier solidaire qui permettra de séparer le bâti et le terrain de façon à ce que l'accès à la propriété soit plus facile pour les jeunes couples. Franck Besson, sur cette question du logement et peut-être plus particulièrement sur le logement social, vous avez une voix qui semble un petit peu dénotée là, parmi l'ensemble des propositions des candidats. Vous parlez de logements qui pourraient être fléchés avant tout vers des Brestois, c'est ça? C'est quoi à quoi pensez-vous? Nous disons, ne nous trompons pas de sujet. Nous ne manquons pas de logement social à Brest. C'est pourquoi notre première décision sera de faire un audit général sur qui occupe les logements, pendant combien de temps, quel est l'état technique de ces logements.
au travers des différentes rencontres, on a pu constater qu'un certain nombre de logements posaient des problèmes techniques de sanitaire, d'humidité, etc. Donc, avant toute chose, un audit. D'ailleurs, ce sera notre méthode. Diagnostiquer, analyser et proposer un certain nombre de solutions en concertation. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de diagnostic déjà fait. Si vous voulez, il existe des choses, mais on ne peut pas dire qu'on y voit très clair. D'ailleurs, le débat qu'on vient d'avoir en témoigne. Mais si nous devons marquer un certain nombre de différences, nous, notre priorité, ça sera l'accession à la propriété. Parce que c'est pour nous une garantie aussi, pour chacun de nos concitoyens, d'avoir un logement quand il arrivera à la retraite. Et nous croyons au travail, parce que tout le monde a parlé de dimension sociale. Nous sommes favorables à la solidarité, à l'entraide. Mais vous n'avez pas répondu à la question d'Arnaud, parce que vous voulez prioriser les logements pour les vrais Brestois. J'ai répondu en disant que nous ferons un audit pour savoir qui occupe ces logements. Effectivement, j'ai eu l'occasion de dire dans la presse que il devait d'abord profiter aux Brestois qui viennent travailler, qui viennent étudier à Brest. D'ailleurs, sur ce sujet du logement étudiant... Tous les gens qui habitent à Brest sont Brestois. Écoutez, je note que vous êtes une spécialiste pour couper la parole, mais laissez-nous donc terminer. Nous ne vous coupons pas la parole. On peut parfois s'interpeller. Et de toute façon, je pense que tous les deux, on ne sera jamais d'accord. Ah bah là-dessus, certainement pas, non. Et sur le reste, Vous non plus. diviser les gens. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que les Brestois, les vrais Brestois, monsieur? Ah oui, c'est quoi un Brestois? Bonne question. Vous allez en avoir, vous allez en avoir. J'ai effectivement indiqué qu'il y aurait un audit pour savoir qui occupe les logements. Je l'ai dit, il y a eu une immigration très importante à Brest. On veut savoir où sont les gens qui arrivent à Brest. C'est tout. Et j'insiste sur un point. Je l'ai dit, tout le monde est le bienvenu à Brest, à une condition, c'est tout simplement le respect des règles de la République et le respect de notre art de vivre. Vous avez pris un petit peu d'avance, Monsieur Kian, vous avez aussi un petit peu d'avance, Monsieur Yénière, sur le logement, sur la crise du logement. D'accord. On a beaucoup parlé de logements vacants. Pourquoi ces logements sont vacants ? Alors, rien que sur la rue de Vannes à Bellevue, ce sont les dires de M. Georges Bellour, directeur du BMH, dont M. Cuyandre est le président. Nous avons une trentaine de logements vacants à cause du point de deal qui se trouve rue de Vannes à Bellevue. Vous imaginez la quantité totale de logements vacants, contient vacants, par exemple rue Paul Cézanne à Pont-à-Nézanne. J'aimerais savoir combien d'appartements sont vacants à cause du point de deal qui existe depuis des années. C'est une situation profondément choquante parce qu'effectivement, nous avons plusieurs familles aujourd'hui qui attendent depuis des années qu'on leur accorde un logement social. Donc, comme je vous ai dit, le cœur de mon sujet, ce n'est pas la sécurité tout court, c'est le logement qui va de toute façon de pair avec la sécurité. Ensuite, autour du plateau, souvent, on entend des promesses de construction massive de logements HLM comme si c'était une option héroïque politique. Comme vient de dire M. Pagès, c'est une obligation légale. 25% de logement social imposé à tous les maires des communes, la plupart des communes, en tout cas Brest en fait partie. Donc personne ne peut se dérober à cette légalité, cette obligation légale, moi non plus. Ensuite, je suis moi-même profondément attaché au logement social. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres candidats autour de ce plateau, mais moi en tant que jeune immigré turc, j'ai séjourné dans des foyers de jeunes travailleurs parce que je n'avais pas les moyens de séjourner ailleurs. Mais dès que j'ai eu un contrat et un salaire, je suis parti dans le privé. Donc là, je suis d'accord avec M. Bezoum. La solidarité, c'est on en profite quand on en a besoin, mais il ne faut pas que ce soit une prison, une option à vie. Il faut à un moment partir et laisser sa place à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc dans mon programme, je ne promettrai pas quelque chose qui est une obligation légale de toute façon, c'est-à-dire construction de 25% de logements sociaux ou plus. Si c'est 27, c'est très bien. Mais il faut autre chose. Effectivement, un programme ambitieux municipal d'accession à la propriété dans le parc HLM, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins 2 minutes terminer mon propos. 30 secondes alors. Dans le parc HLM de la ville de Brest, il y a déjà des programmes qui existent, comme le PSLA, comme le bail solidaire réel. Je n'invente rien. Mais par contre, ça reste très marginal à Brest, alors que quelqu'un qui possède son appartement, sa maison, c'est quelqu'un qui est heureux, qui peut le léguer à ses enfants, qui prend soin de son appartement, de son immeuble et de son quartier. Vous êtes déjà très en avance, Monsieur Yénière. Reza Salami, là, sur la question du logement, vous proposez un référendum comme sur la question de la sécurité ou vous avez autre chose? Non, vous voyez, sur la question du logement, d'ailleurs, pour ne pas vendre de l'eau tiède ici aux Brestoises et aux Brestois, on peut sortir des catalogues de l'extrême droite et l'extrême gauche.
on est plus ou moins d'accord sur la création de logements sociaux. La loi y passe. Il y a des communes comme Neuilly, par exemple, qui payent des amendes parce qu'ils n'arriveront jamais à atteindre les 25%. Il faut, pour lutter contre l'isolement, créer des logements intergénérationnels qui favorisent la solidarité, l'entraide entre les aînés et les plus jeunes. Il faut augmenter qualitativement les logements sociaux. Et puis, il faut lutter effectivement contre les vacances. Les vacances, à chaque fois qu'un ménage quitte un logement social, il va falloir accélérer le mouvement pour pouvoir reloger d'autres ménages, d'autres familles. Et puis, des mesures très concrètes, parce qu'on n'est pas là pour vendre du mot, il faut parler concret. Vous voyez, la ville de Brest a été reconstruite massivement donc, après la Seconde Guerre mondiale. La plupart des immeubles aujourd'hui de la reconstruction sont des passoires thermiques. Monsieur Morvan, vous l'avez signalé également à juste titre. Il va falloir mettre un chapeau sur ces bâtiments. Il y a beaucoup de dents creuses. Quand vous regardez au ciel les bâtiments, vous avez 6 étages, 5 étages, 4 étages. Ce faisant, vous permettez à des copropriétés de vendre le toit pour ajouter des logements. Et cet argent-là peut permettre à des copropriétés de créer des ascenseurs. Ça a plusieurs vertus. Non seulement on lutte contre les passoires thermiques, mais encore on permet l'accessibilité à ces logements. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Vous avez beaucoup de bâtiments d'État et des bâtiments municipaux qui sont aujourd'hui vacants, vides. Il va falloir... Est-ce que vous chiffrez votre programme? J'ai cru entendre qu'un seul chiffre, celui donné par M. Cuillant, de 24 millions d'euros à l'échelle du mandat. Vous avez une enveloppe aussi que vous fléchez en priorité sur Il faut mettre sans doute 24 millions pour augmenter le nombre et la qualité surtout, parce que c'est pas parce que c'est un logement social qu'il va falloir laisser faire les constructeurs. Il faut des logements de qualité. On peut vivre décemment dans des logements. Il ne faut pas donner des conditions indignes. Par contre, la mesure que je viens de vous annoncer, c'est une mesure de bon sens où ça ne coûte rien. Vous ajoutez, vous reconstruisez la ville sur la ville sans étalement urbain. Vous permettez à des gens de pouvoir construire un étage ou 2 étages sur les bâtiments de reconstruction. Construire sans fin du logement social sans étalement urbain, je ne comprends vraiment pas comment ça puisse être possible. Monsieur Muscat, vous avez un petit peu de retard. Est-ce que vous voulez réagir à ça ou on passe directement à l'autre thématique? L'autre thématique, elle est intéressante aussi. Il y a quand même une chose importante à ajouter sur la rénovation, notamment la rénovation du logement social, parce que finalement le problème des logements vacants dans le parc BMH, il est surtout dû à des problèmes, comme on a pu le dire, d'humidité structurelle, à des soucis d'isolation thermique ou phonique. Et il faut que cette rénovation, non seulement elle se fasse, mais aussi qu'elle se fasse en concertation avec les habitants et dans le respect des locataires. Ce qui s'est fait par exemple à Kelly-Verzan, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu lors des porte-à-porte, c'est que le bailleur social n'a pas écouté, il n'a pas respecté les locataires, vraiment pas du tout. Il les a traités comme s'ils étaient de simples numéros. Il y a vraiment quelque chose là-dessus à retravailler en termes de concertation et de dialogue, parce que le logement, c'est tellement notre vie quotidienne qu'il faut prendre la parole des habitants en compte. On va terminer par un autre thème. On voulait aborder la question de l'attractivité du territoire. Brest est une ville qui se trouve régulièrement dans le palmarès des villes qui attirent le plus au niveau national. Effectivement, Steve, Brest dispose d'un campus universitaire ambitieux qui est notamment tourné vers les sciences de la mer. Brest, c'est aussi 8 écoles d'ingénieurs qui rivalisent d'excellence. C'est aussi Brest le siège d'Ifremer, également une base de défense stratégique avec des fleurons comme Naval Group ou Thales. Au total, plus de 17 500 personnels militaires ou civils. Brest, on le voit, se remonétise dans un contexte géopolitique tendu, mais Brest est toujours à plus de 3h30 de train de Paris. Alors pour exister, la ville doit lutter contre le risque d'enclavement. Et la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour désenclaver ? Monsieur Pagès, vous avez un petit peu de retard si vous voulez commencer sur cette question. Comment on désenclave la ville de Brest ? Brest a des atouts évidemment que vous venez de citer, mais Brest reste enclavé. Quand je vais de Rennes à Caen, c'est une autoroute à 130 gratuite. Quand on va de Rennes à Brest, eh bien on passe à 110 et puis on met beaucoup plus de temps qu'on ne pourrait mettre autrement. La LGV s'arrête à Rennes. Elle devrait aller jusqu'à Brest et il faut de toute façon redemander encore à la prolongation de la ligne grande vitesse. Il y a aussi la liaison avec Orly qui doit être sécurisée puisque c'est absolument indispensable au développement notamment économique pour Brest.
Alors, le développement économique, nous avons des atouts certainement, mais je pense qu'il y a cet éloignement et ces temps de trajet qui sont un frein, si vous voulez, au développement de la ville, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a perdu quand même beaucoup d'habitants depuis 50 ans, contrairement à d'autres métropoles comme Rennes et Nantes qui se sont développées. Alors, il nous reste peu de temps, Monsieur Muscat, sur la même question qu'à Monsieur Pagès, comment vous désenclavez la ville de Brest? Si vous pouvez faire des réponses courtes, comme ça vous aurez du temps pour la carte blanche. Très bien, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose qu'on soit à 110 km/h ou à 130, mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est important de rendre la ville encore plus attractive. On a un plan 5000 emplois verts sur 2 mandats, à savoir comment on va créer des emplois sur l'économie circulaire, sur les mobilités durables, sur tout ce qui est rénovation énergétique. Mais après, il faut travailler sur l'attractivité au sein même de notre ville, à savoir sur nos événements culturels, sur nos événements sportifs et sur sur ce qu'on offre à la jeunesse pour qu'elle reste dans notre ville. Et sur cet aspect-là, on offrira les transports en commun gratuits aux moins de 26 ans. Ça me paraît important. Monsieur Roudotte, même question, comment vous désenclavez et comment vous, de manière plus générale, comment vous rendrez Brest plus attractive encore? Il y a 2 sujets. Il y a le désenclavement territorial et il y a l'innovation. On ne doit pas lâcher l'affaire sur les 3h30. On a cette nécessité collective d'aligner les acteurs publics et privés pour défendre cette position à 3h30 en grande vitesse. Et on doit impérativement aussi convaincre l'État de la nécessité d'une liaison aérienne pleine et entière vers Orly. C'est pas facile, c'est complexe, mais on peut y arriver. On voit un certain nombre de territoires, et notamment l'Occitanie, sur le financement de la grande vitesse. Ils ont fait preuve d'imagination en créant une société publique de financement où toutes les collectivités se sont alignées et ont convaincu l'État. Donc à nous de le faire également. Sur l'innovation, on a un réseau d'universités, on a une l'UBO qui est de premier plan et des écoles d'ingénieurs de premier plan. À nous de convaincre les jeunes de rester ici sur des verticales d'innovation, là où on est fort, sur l'industrie de défense, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'agro-agri, sur la banque assurance, avec cette capacité collective à maintenir ces étudiants sur le territoire pour qu'ils développent leurs compétences et leur entreprise. François Cuyandre, sur cette question-là. Alors, Brest, capitale de la mer, capitale des océans, avec un grand nombre de structures qui travaillent sur ce domaine. Moi, je lance une idée. On connaît tous Toulouse, capitale de l'aviation. Pourquoi ne pas faire de Brest, en additionnant les forces, cette capitale mondiale des océans? Alors après, l'autre question qui est posée, mettre Brest à 3 heures de Paris. Oui. C'est pas à chaque fois qu'on a conseil de métropole, c'est une question qui est évoquée. Même conseil municipal. C'est pas la ville de Brest qui va trancher, c'est l'État et la SNCF. Ce sont quand même quelques milliards d'euros. Parce que la solution, elle existe. Hein. C'est le chun, comme on dit dans le jargon technique, près de l'emballe. Mais c'est pas, on n'est pas sur le territoire de la métropole. Alors, si vous voulez la carte blanche, il faut vraiment que je fasse circuler la parole. Sinon, on dit on ne veut pas de carte blanche. Madame Baudouin, sur ce thème de l'attractivité. Alors, avec Brest Insoumise, nous allons créer un nouveau poste d'adjoint à la mairie de Brest, donc un adjoint ou une adjointe à la ville productive, parce que Brest a souffert, comme d'autres villes, des délocalisations, et donc cet adjoint aura pour mission de relocaliser certaines industries et certaines entreprises à Brest. En soutien, évidemment, aussi avec les structures, les universités et les structures existantes sur le territoire. On a parlé de l'économie de la mer. C'est évidemment quelque chose d'essentiel ici à Brest. Il faut soutenir le port de commerce également, dans sa volonté, par exemple, de développer le fret ferroviaire, qui, pour le coup, par rapport à la voiture et à l'avion, est quand même une solution du futur. Et j'ajoute quand même qu'on peut aussi soutenir l'implantation de nouvelles universités à Brest, comme par exemple l'Institut onusien sur l'océan. Vous avez un petit peu d'avance, Monsieur Bézon, là-dessus. L'attractivité, c'est une dynamique. Nous baisserons les impôts de 6%. Nous favoriserons l'installation du commerce et de l'artisanat avec la mise en place d'une avance remboursable. Je rejoins ce qui est dit sur la ligne Brest-Orly. Je souhaite également que Brest soit à 3h30 de Paris. Et en réalité, je le dis, ce sont les entreprises qui créent la valeur ajoutée. Et oui, nous sommes favorables à un cluster, c'est ce que nous avons dit, pour que Brest soit la capitale mondiale des océans. Monsieur Pagès, comment vous redonnez l'attractivité au territoire? Bon, le développement économique est majeur, bien évidemment. Il faut développer le fret du port de commerce, qui est très insuffisant, de 2,8 millions de tonnes depuis 40 ans pratiquement. Le Havre, c'est 130 millions de tonnes. Donc on voit qu'il y a
un effort à faire sur le développement du port. On peut capter une partie des porte-conteneurs qui transitent en Manche et de façon saturée, donc on peut récupérer une partie de ce fret. Il y a aussi la base industrielle de défense qui doit être développée, puisque maintenant on parle de réarmer les armées. Donc voilà, Brest peut profiter. On a des compétences en drone, en acoustique sous-marine, et la base autour de Thales, Naval Group, etc., la fosse, doit pouvoir bénéficier de nouvelles subventions. Monsieur Yénière et Monsieur Salami, sur l'attractivité, ensuite on passe à la carte blanche. Une ville attractive, c'est avant tout une ville belle. Et Brest est une magnifique ville quand on regarde les alentours, notre magnifique rade, la presqu'île de Crozon, la côte nord. Mais par contre, ce n'est absolument pas ce qu'on peut se dire quand nous sommes en centre-ville de Brest. Malheureusement, c'est une succession de bâtiments anciens, parfois délabrés, mal entretenus, des bâtiments nouveaux qui n'ont aucune âme, aucun caractère, notamment la Carène, par exemple, ce qu'on est en train de construire sur le plateau des Capucins. Eh bien, moi, je propose une rupture totale avec cet urbanisme des 40 dernières années. Je souhaite un retour progressif et partiel, bien sûr, à l'architecture plus traditionnelle, en prenant comme exemple ce qui date sur Brest d'avant-guerre. Nous avons plusieurs bâtiments qui datent d'avant-guerre qui sont magnifiques. Ensuite, j'aimerais donner la priorité aux matériaux nobles et locaux, comme la pierre et le bois, pour les constructions neuves. Partielle, bien sûr. J'aimerais une végétalisation massive des rues et des places publiques. Et ensuite, j'aimerais surtout une harmonisation des devantures de magasins, notamment rue Jean Jaurès et Recouvrance, où le désordre visuel décourage clairement pour venir se balader. Monsieur Salami, je préviens qu'on n'aura pas le temps de faire la carte blanche. Vous êtes à l'équilibre en termes de temps de parole. Monsieur Salami, vous concluez là-dessus. Sur l'attractivité, comment rendre Brest plus attractive ? La France possède la deuxième surface maritime du monde et on a toujours négligé la maritimité. Brest est une ville de mer. Comme le mouvement des vagues, il y a les filles et les fils de Brest qui ont essaimé partout dans le monde en parfaite symbiose avec les peuples et les cultures. Donc c'est une porte d'entrée vers le continent américain et puis c'est une porte d'entrée pour le continent américain vers l'Europe. 3/4 de commerce dans le monde se font par la voie maritime. On a des atouts indéniables ici à Brest pour attirer les entreprises, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. En plus de ça, nous proposons quoi ? Nous proposons d'installer un casino qui est une source de ressources pour la commune de Brest qui pourrait participer à son rayonnement et son attractivité. La création d'un vrai musée des Beaux-Arts en agrandissant notre musée horizontalement et verticalement. Et puis, on a proposé de faire venir, et d'ailleurs j'avais parlé avec l'ancienne présidente du Louvre qui vient de démissionner malheureusement, Laurence Descartes, de faire revenir les 2 statues de Coysevox ici sur le cours d'Ageot. Allez, on est à l'équilibre de temps de parole. Merci à tous les 8 d'avoir participé à ce débat. C'est jamais facile de faire à 8, mais enfin, on est parvenu en tout cas à évoquer les principaux enjeux, j'espère, de ce débat à Brest. Je rappelle les dates du scrutin 15 et 12 mars. Public Sénat vous propose... J'ai dit quoi ? 15 et 22 mars, évidemment. Public Sénat vous propose une couverture exceptionnelle à cette occasion. Restez branchés, connectés sur le canal 8 de la TNT et sur notre site internet. Merci Arnaud. Merci Steve. Et puis ces municipales seront également à suivre sur l'antenne de TBO, sur le télégramme.fr. Et puis le jour J, le 15, et puis également le 22, rebelote, le télégramme.fr et du live sur TBO. Merci à tous. 15 et 22 mars. Merci à vous devant votre écran pour votre fidélité. À très bientôt sur Public Sénat et TBO. Tout de suite sur Public Sénat.